ça sera plus facile. Donc, merci à toutes et tous d'être venus à la conférence de presse organisée conjointement par le SNJ que je représente et puis le cabinet Technologia. Donc Emmanuel Poupard, le premier secrétaire général du SNJ, le syndicat national des journalistes, la première organisation de la profession. Le SNJ est en congrès en ce moment à Lyon pour son 104e congrès sur le thème des libertés. Le syndicat a organisé un certain nombre de manifestations et notamment un débat hier sur le thème des libertés. Et nous avions cet après-midi une présentation en avant-première à notre congrès du baromètre avec le partenariat avec le cabinet Technologia avec lequel nous travaillons depuis une dizaine d'années, qui prend le pouls de la profession. Et donc Marion Denelin à mes côtés va commencer à vous décrire les grandes lignes de ce baromètre qui a été fait par environ, il y a eu 1000 répondants à partir du mois de mai dernier, durant 6 semaines. Voilà. Voilà pour moi. C'est peut-être à ton tour. Donc, bonjour à tous. Je me présente d'abord au sein du cabinet Technologia. On accompagne effectivement le SNJ depuis maintenant plus de 10 ans sur l'analyse des grandes tendances en termes statistiques de l'évolution de ce métier de journaliste. Et on les remercie à cette occasion, bien sûr, de cette confiance réitérée. On intervient effectivement, par ailleurs, au travers de nos différentes missions, dans des secteurs très diversifiés du secteur des médias, autant dans la presse écrite, qu'elle soit nationale ou régionale, dans la radio, à la télévision. Donc, ce qui nous permet de mettre aussi au regard des résultats de ces études statistiques qu'on mène maintenant donc, depuis 2011 et on est à la 4e itération, de confronter ces réalités statistiques avec ce que l'on peut entendre, analyser au cours de nos missions, puisque ces missions elles-mêmes sont assez diversifiées. Parfois, on est appelé pour analyser les conséquences de tel ou tel projet de réorganisation dans les structures médias, et elles sont nombreuses. Quelles conséquences il peut y avoir en termes de conditions de travail, ou parfois des interventions dans des services, directions, où les situations sont très dégradées pour identifier les risques et préconiser des actions. Donc, effectivement, pour la 4e fois, nous avons accompagné le SNJ donc, sur cette étude statistique avec la volonté de mener un état des lieux sur la profession en 2022, qui est évidemment dans un contexte bien particulier post-Covid, avec la crise sanitaire, la généralisation du télétravail, pour avoir une vision de la situation à ce jour. J'en profite pour dire aussi que notre intervention, elle relève aussi d'une forme d'engagement, c'est-à-dire que le cabinet Technologia est, je dirais, extrêmement vigilant à ce qui se passe dans cette profession, en tant bien sûr qu'auxiliaire de la vie démocratique, parce qu'on sait qu'avec une des difficultés, une détérioration des conditions de travail, il y a évidemment mise en péril potentielle de la qualité de l'information et donc affaiblissement de la vigilance démocratique. Donc, je ne vais pas le répéter, donc plus de 1100 répondants, ce qui est assez stable sur les 4 dernières années, même en légère augmentation, ce qui nous donne une base statistique significative, avec un effet nouveau, je dirais, en termes de répondants, le fait que les réseaux sociaux, les journalistes travaillant dans les réseaux sociaux s'identifient comme tels, ce qui veut bien dire que cette réalité s'inscrit dans l'organisation du travail quotidien. Alors, maintenant, en termes de grandes tendances, qu'est-ce qu'on observe? Alors d'abord, je dirais, il n'y a pas de révolution. Ce qu'on observe, ce sont des phénomènes d'accentuation de phénomènes qui avaient déjà été identifiés au cours des années précédentes et qui tournent essentiellement autour de l'intensification des exigences du travail. Notamment, bien sûr, sous l'effet de l'impact de la crise sanitaire, mais pas seulement. Donc, un résultat important, c'est tout d'abord l'accentuation de la charge de travail qui a augmenté
depuis la dernière itération de 2018 encore de 4 points et qui était déjà extrêmement significative et qui traduit cette tendance à la hausse depuis 10 ans de la charge. Alors, avec comme facteurs explicatifs en trio de tête, toujours les mêmes depuis le début, le manque d'effectifs et de moyens, avec notamment les mouvements de concentration, de mutualisation des back-office. Deuxièmement, c'est bien sûr le développement du numérique, le développement de la polyvalence demandée. Alors, il faut constater aussi que ce deuxième facteur est légèrement en recul, ce qui prouve là aussi que ça s'inscrit, ce développement du numérique, mais aussi dans le quotidien de travail. Mais ça a évidemment une incidence sur la charge, puisque les journalistes sont obligés de basculer de support à support avec des modes d'écriture différents, des temporalités qui sont différentes. Donc, évidemment, ça joue. Troisième élément qui est en forte augmentation, le développement des amplitudes horaires, avec une frontière entre la vie professionnelle et la vie privée qui s'atténue, avec une incidence sur les jours de repos, les journalistes déclarant plus souvent en situation de devoir travailler sur les jours de repos pour faire face à la charge. Et puis, il y a des facteurs qui, je dirais, sont plus nouveaux et qui participent à cette accentuation, ou en tout cas à ce vécu de charge accrue. C'est l'augmentation de la pression hiérarchique de la rédaction, bien sûr, au regard d'un contexte concurrentiel qui s'accroît, puisque c'est plus 7 points par rapport à la dernière itération, donc 7 points de pourcentage, bien sûr. Donc, ce qui est un élément à prendre en compte. Et puis aussi des phénomènes de concurrence interne au sein des rédactions liés souvent à des problèmes de manque de place, donc de concurrence pour faire passer les projets. Donc, des phénomènes qui ne sont pas à prendre à la légère puisqu'ils fragilisent la cohésion du collectif. Donc ça, c'est pour les aspects de charge. Au-delà de la charge elle-même, ce qu'on peut constater en tendance très lourde et significative sur plus de 10 ans, c'est l'accroissement de la pression temporelle. Donc, elle augmente de 8 points sur la période. Donc, c'est vraiment une tendance de fond, à mettre en lien, bien sûr, avec le contexte concurrentiel que vous connaissez, de développement de l'information en continu, qui pousse les journalistes dans une forme de course à l'information, sans avoir toujours le temps, et on y reviendra parce que c'est un élément extrêmement important, parce qu'il joue sur le temps, le sens au travail, sans toujours avoir le temps de checker ses sources, de croiser. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Là, on est à plus de 10 points sur la période. Donc, cette pression temporelle est en très forte accroissement. Troisième réalité qui participe à cette accentuation des exigences du travail, c'est le télétravail. Alors, sur ce sujet, il faut être nuancé parce que le télétravail, d'abord, a très fortement, je dirais, concerné la profession. Plus de 80% des répondants ont déclaré être en situation de télétravail, ce qui est quand même extrêmement important, surtout que, en moyenne, près de 50% des répondants disent être 4 à 5 jours en télétravail par semaine, ce qui est considérable. Alors, par contre, sur ce sujet, on constate une hétérogénéité très forte de situation entre des secteurs où il est beaucoup moins généralisé, comme la télévision privée, en revanche très fortement présent pour les agences de presse et les sites d'information Internet. Mais ça a évidemment des incidences. Alors, certaines très positives, des ressources, donc bien sûr, c'est le gain sur les temps de transport, l'articulation avec la vie personnelle. C'est aussi, et ça c'est important de le mettre en lien avec ce qui a été dit précédemment, d'augmentation de la pression de la part des directions des rédactions, c'est que le télétravail est un moyen de se mettre à distance d'une certaine façon et de ressentir moins cette pression. Donc, et ressources à cet égard. En revanche, et c'est perçu et identifié comme tel par les répondants, c'est aussi générateur d'un plus grand isolement. Et cet isolement, il est à prendre en considération parce qu'on sait que c'est évidemment un facteur de compensation très forte, surtout dans un métier qui
a, comme point d'orgue le débat, la possibilité d'échanger sur des idées, une moindre possibilité de dialoguer, d'échanger. Et à cet égard, c'est intéressant de voir dans les différentes missions qu'on a pu mener au sein de différentes rédactions de secteurs très différents, un constat qui a quand même été très prégnant, c'est que le fait que les conférences de rédaction en elles-mêmes étaient jugées beaucoup moins riches qu'elles ne l'étaient quand elles se déroulaient en distanciel. Bon, je pense qu'on l'a tous vécu au travers de notre expérience personnelle du télétravail. Une réunion via visio autorise moins de questionnements, moins d'interventions que la présence. Donc ça, c'est un sujet extrêmement important dans ce métier. Et puis, un deuxième facteur de dégradation qui a des incidences sur la santé, c'est le fait qu'avec le télétravail, la porosité des frontières entre la vie personnelle et la vie privée est beaucoup plus forte et que donc les rythmes sont perturbés avec un sentiment pour beaucoup de ne pas pouvoir couper avec l'information, en reprenant le travail plus tard le soir, donc des rythmes qui sont forcément impactés. Et donc, ça a une incidence double sur la santé. D'une part, parce qu'un facteur de compensation qui est le collectif, la possibilité d'échanger est moindre. Et d'autre part, parce que la récupération est moins facile puisque ce rythme de repos est perturbé. Donc, c'est quelque chose auquel il faut avoir une forte vigilance, même si, évidemment, pour beaucoup de ces répondants, c'est plutôt perçu, ce développement du télétravail, comme un gain, un facteur de ressources. Autre point qui poursuit quelque chose qu'on avait évidemment fortement identifié lors des études précédentes, c'est le fait que ce métier, cette profession, connaissent un mouvement de précarisation accru. Alors avec un résultat qui est assez parlant, puisque aujourd'hui, plus d'un répondant sur deux dit n'avoir aucune augmentation de la rémunération ou de promotion sur les 3 dernières années. Et ce constat est évidemment encore plus fort en ce qui concerne les pigistes, où près de 80%, donc une énorme proportion, disent ne pas être satisfaits de leur rémunération, et pour la moitié d'entre eux, ce qui est quand même extrêmement conséquent, ont vu leur rémunération diminuer sur cette période. À cela s'ajoute pour les pigistes une question qui est liée, elle, au statut, avec le fait que finalement le choix dans le statut n'est pas toujours là, avec des rédactions qui sollicitent de plus en plus des journalistes en leur imposant un statut d'auto-entrepreneur qui n'est évidemment pas aussi protecteur. Donc ce sentiment de précarisation, il s'exerce à la fois sous l'angle du statut et puis bien sûr de la question de la rémunération et de la promotion. Au-delà de ces questions de charge, de pression, de précarisation, ce qui est important de souligner aussi, c'est les incidences que cela peut avoir sur la relation au métier lui-même, à l'éthique journalistique en elle-même. Parce qu'on l'a vu, des principaux constats, c'est cette augmentation de la pression du temps, le fait de devoir toujours travailler plus vite, ce qui a évidemment une incidence sur le temps qui peut être lié à checker des sources, ce qui est quand même l'essence même du métier, avec quand même une proportion qui nous a beaucoup surpris, parce qu'elle est colossale. 50% des répondants disent ne pas avoir le temps de checker leurs sources. Et on est dans des proportions encore plus élevées dans la télévision privée, où on atteint 60%, y compris dans les agences de presse, qui ont un rôle bien particulier au sein des médias. On est même là à 30%.
et avec un sentiment de conflit éthique qui est évidemment plus prégnant, notamment dans les secteurs où ce temps dédié au contrôle de l'information est moindre, comme dans la télévision privée, ou lié à des facteurs. Alors, on ne peut pas dire que ça se développe de façon très conséquente, mais en tout cas, sur certains secteurs comme celui-là, le sentiment de censure, qu'il soit lié aux annonceurs, à la pression économique ou à une pression de la hiérarchie, augmente. Donc, bien sûr, ça joue sur le rapport à l'éthique, de façon générale. Et ce qu'on peut dire au-delà de ça, c'est que le sentiment de déconsidération, lui, de manière plus générale, augmente, puisqu'il touche 25% des répondants se sentent comme non contributeurs d'une information de qualité. Donc, un répondant sur 4 ne se sent pas contributeur d'une information de qualité. Donc, ce qui est bien sûr à mettre en regard, on va le voir, puisque ça, c'est un élément sur lequel on a une vision plus claire aujourd'hui, hein, parce qu'il y a aussi des situations de défiance du public, hein, voire de violence. On l'a vu dans certaines manifestations, dans certains congrès. Donc, le regard du citoyen change. Ce qu'on peut mettre aussi au regard des débats très vifs qui ont eu lieu au moment de la loi de sécurisation globale dans son article 24, qui mettait en péril d'une certaine façon la liberté d'informer en diminuant les possibilités de diffusion d'images sur les forces de l'ordre, hein, qui a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Mais ces débats très virulents dans la profession, et à raison, mettaient en lumière ces difficultés. Alors, un apport nouveau de l'étude, je le disais, c'est la question du rapport à la violence, qui était interrogée, mais pas dans sa finesse, et qui, là, l'est. Donc, on a une vision plus fine de ce qu'il en est. Donc, avec une exposition à la violence sur le métier qui est très forte, puisque un tiers des répondants disent être exposés à la violence, et on le sait, en fait, c'est encore plus que 30%, puisqu'il y a une forme de banalisation de la violence, en tout cas de la violence verbale, hein, les insultes, puisque 60% des répondants, eux, disent qu'ils sont exposés à ces insultes, ce qui est une forme de violence, mais pour autant ne répondent pas qu'ils sont exposés à la violence. Donc ça veut dire qu'on accepte dans le métier, parce que c'est son quotidien, ces dérives-là. Donc première, je dirais, confrontation à la violence, le sujet de la violence verbale, du dénigrement. Le deuxième, c'est la réalité du cyberharcèlement. Alors, évidemment, les journalistes, dans leur exercice professionnel, étant de plus en plus sur les réseaux sociaux, sont plus exposés à ce risque, que ce soit à caractère verbal, sous toutes les formes de ce qui peut se passer en ligne, hein, donc avec du dénigrement, du lynchage médiatique, ou des messages insultants. D'où l'importance, bien sûr, d'être en régulation, en sécurisation par rapport à ces pratiques de cyberharcèlement. Et puis un point important aussi, c'est l'exposition au risque de violences sexuelles, qu'elles soient orales ou qu'elles soient physiques, puisque ça concerne, pour ce qui est de l'oral, 18% des répondants, pour la violence sexuelle physique, 4% des répondants. On est quand même sur des chiffres importants, hein. Je rappelle que le pourcentage de répondants à l'étude est de 1100 personnes, avec une surexposition au risque de ces femmes, des femmes plus exactement, puisque les violences sexuelles, quand elles sont reconnues, c'est à plus de 90% des femmes qui l'indiquent, ce qui atteste de quelque chose dont on avait le sentiment, hein, par rapport à l'exposition aux relations de pouvoir, hein, de la présence de cette forme de violence dans le secteur des médias. Et puis, dernière forme de violence, évidemment, encore plus forte ces derniers temps, compte tenu du contexte de crise internationale, c'est la peur accrue sur les terrains de reportage, avec, bien sûr, des journalistes tués ou pris en otage sur les terrains
de reportage. Donc, on voit une exposition à la violence sous des formes extrêmement diverses et qui ont un impact sur les comportements. C'est-à-dire que face à cette exposition au risque, 40% des répondants répondent qu'ils ont changé de comportement. Ce qui, bien sûr, interroge le rapport à la liberté d'expression, le rapport à l'éthique. Donc, on est quand même sur des proportions extrêmement importantes, 40%. Ce qu'on peut observer par ailleurs, bien sûr, par exemple, dans le métier du professorat, on sait très bien que maintenant les professeurs d'histoire hésitent à aborder certains sujets et pratiquent l'autocensure sur les sujets risqués. Donc, en tout cas, un point de vigilance très important et nécessité de sécurisation sur ces sujets. Et bien sûr, tous ces facteurs de risque qu'on a décrits ont une incidence sur la santé en elle-même, avec une profession qui apparaît aujourd'hui très fragilisée, avec un chiffre très fort, qui a très fortement augmenté en 10 ans, puisqu'on est à plus de 10 points de pourcentage sur les incidences en matière de santé, et avec une proportion de 70% de répondants qui disent que leur travail a une incidence sur la santé. Alors bien sûr, c'est le cumul de facteurs qu'on a vu tout à l'heure, la pression temporelle qui s'accroît, des horaires atypiques qui ne permettent pas de couper et d'avoir les temps de récupération nécessaires, la frustration sur la qualité, notamment au travers de la nécessité de checker et de lutter contre les fake news, la précarisation du statut. Donc, tout cela a une incidence et un chiffre important aussi à nos yeux, qui est beaucoup plus important de ce qu'on peut observer en moyenne dans les missions que l'on a en termes d'analyse de conditions de travail. 2 tiers des répondants se disent souvent à constamment stresser dans leur travail. Alors, il faut pondérer parce qu'on sait très bien que quand on décide d'être journaliste, on sait très bien qu'on va avoir un rapport au temps très particulier et que le stress fait partie de ce métier. Mais quand on dit souvent à constamment stresser, on atteint bien sûr des seuils d'alerte en termes de santé. Donc, cela confirme ce qu'on avait pu identifier en termes de risque de fuite du métier, qui se confirme, puisque moins de répondants disent aujourd'hui aimer leur fonction, ce qui est quand même 10 points de moins qu'il y a 10 ans. Donc, un impact sur le rapport au métier et sur la recherche d'emploi en dehors de cette fonction. Et important de constater aussi, statistiquement, le fait que les carrières autant l'appétence au métier de journaliste est toujours très forte. On le voit dans le nombre de candidats aux écoles de journalisme. Et en revanche, la carrière dans le métier a tendance aujourd'hui à réduire du fait de mesures qu'on vient de décrire. Donc, face à cette situation inquiétante, quel levier d'action? Alors, évidemment, se pose la question de la charge, mais compte tenu des situations économiques, il n'est pas évident de trouver des solutions par rapport à cette question. En tout cas, ce qui semble et qui est mis en place par un certain nombre de structures dans les médias, c'est important de le dire, des structures ont mis en place des éléments qui permettent de conforter des facts qu'on appelle, nous, sur la question de la prévention dans les conditions de travail, ce qu'on appelle les facteurs ressources, les facteurs de compensation. C'est comment agir pour conforter au mieux ces facteurs de compensation, parce qu'ils aident à faire face. C'est bien sûr en assurant les conditions de la liberté dans le choix des sujets, notamment. On a vu dans certains secteurs d'activité, il y a des phénomènes d'autocensure. Alors, ce n'est pas en développement fort, mais il existe, et surtout dans certains secteurs. Le temps donné aux enquêtes, on est intervenu dans des structures qui reconnaissaient elles-mêmes que le temps laissé aux enquêtes était plus important que dans d'autres structures et que c'était extrêmement important dans l'exercice du métier en termes de vision du travail bien fait.
Ça passe aussi bien sûr par le développement des dispositifs anti-fake news. Des journaux comme Libération ont pu mettre en place des plateformes dédiées en la matière qui évidemment permettent de mieux garantir la fiabilité de l'information, mais aussi qui sont de nature à générer une confiance plus grande du lectorat, et ce qui aussi a des résultats d'ailleurs en termes d'accroissement du lectorat. Donc c'est bien sûr un élément à prendre en compte parce qu'il contribue à la fierté du travail bien fait. Et puis c'est au quotidien, bien sûr, maintenir les conditions optimales du débat, de la liberté d'expression. Au niveau des structures dans les médias, c'est par exemple sanctuariser les conférences de rédaction, les réunions de service en présentiel pour permettre ces débats sur le travail et puis sur les idées. C'est aussi à l'échelle de la nation être extrêmement vigilant, on l'a vu, on l'a évoqué tout à l'heure sur la loi de sécurisation globale, les alertes à ce sujet, donc vigilance aussi à l'échelle de la nation. Et puis, en termes d'effet de levier, c'est bien sûr tout ce qui peut aider en termes de prospective. C'est un métier en transformation qui subit des évolutions permanentes. Donc, par la prospective, qu'elle soit au titre de l'accompagnement métier, qu'elle soit d'ordre technologique, aide à anticiper et donc accompagner. Donc, c'est bien sûr dans les structures des médias avoir des politiques de développement RH. Alors là aussi, on constate dans certaines structures qu'il y a une professionnalisation RH, que ce n'est plus, c'est plus que de la gestion administrative des ressources humaines, mais plus dans l'accompagnement. Mais il y a encore beaucoup à faire en termes de prospective pour identifier les compétences nécessaires demain, les formations adéquates, parce qu'il y a des mutations très importantes. Les métiers d'édition évoluent très fortement. Les compétences exigées en termes d'expertise comme sur le climat sont croissantes parce qu'on est plus exposé au cyberharcèlement, à l'espionnage et qu'il faut développer des protocoles, des formations pour y faire face au mieux, donc des enjeux très forts en termes de formation et de sécurisation. Technologique, je l'ai dit aussi, ce qui permet également de travailler à la question, ou plutôt à la réponse de la demande d'informations qualifiées, ciblées. Certaines structures médias se sont rapprochées de start-up pour travailler sur le traitement de données quantitatives en masse, et ce qui permet de fiabiliser. Donc, là aussi, importance de la prospective. Et puis, je dirais, au quotidien de travail, c'est veiller à tout ce qui participe au soutien de façon générale, que ce soit le soutien du management. Et on sait que pour le management, ce n'est pas évident parce qu'eux-mêmes sont en situation difficile, souvent parce que n'ayant pas les marges de manœuvre, n'ayant pas assez de temps pour accompagner les équipes. Mais en tout cas, une nécessité d'écoute, une nécessité aussi de vigilance très importante sur les temps de récupération. On sait évidemment qu'il y a des pics d'activité dans ce domaine, puisqu'il est lié à l'activité, mais en tout cas, le temps de récupération est indispensable si on ne veut pas qu'il y ait des incidences sur la santé. Donc, une vigilance extrêmement nécessaire sur ce sujet. Et puis, de manière plus générale, sur la sécurisation des journalistes. On a parlé de cyberharcèlement tout à l'heure. Il y a des protocoles en la matière qui permettent de limiter ce risque sur les terrains de reportage, évidemment. Donc, autre piste de réflexion. Et je dirais, enfin, pour l'avenir aussi, avoir une vigilance extrêmement importante, et notamment au travers des représentations de salariés, des CSE, d'avoir une vigilance très importante sur les réorganisations qui ont cours. Alors, même si, ça, il faut le dire, parce qu'il y a aussi des éléments positifs dans l'étude, on voit que, en tout cas, par rapport à la dernière itération de 2018, le sentiment de menace sur l'emploi est moins prégnant, de façon assez sensible, mais les réorganisations, les évolutions existent bien évidemment dans le secteur, avec les mouvements de concentration, de mutualisation de fonctions de support. Donc, une vigilance importante à avoir sur ces questions-là,
parce que se posent des questions très concrètes d'harmonisation statutaire, d'accompagnement au changement culturel dans ces conditions. Donc, je dirais en maître mot, si l'on peut dire, bien qu'évidemment, il n'y ait pas de remède miracle, mais en tout cas, un certain nombre de structures ont tenté mettre en place des actions qui participent à cette sécurisation. Ben, c'est le soutien, c'est l'anticipation, c'est la bienveillance et la prospective. Voilà ce que je pourrais dire en termes de panorama. Très bien, merci Marion. Conclusion aussi concernant tout ce déroulé qui a été fait à l'instant par le cabinet Technologia. Il y a quand même des alertes auxquelles le SNJ est sensible, notamment ce qui a été dit à 2 reprises, c'est cette course à l'audience avec un journaliste sur 2 qui n'est pas en capacité de vérifier ces informations. Donc pour le SNJ, la priorité des priorités, c'est évidemment embaucher des journalistes, puisque aujourd'hui on a des rédactions qui sont rongées jusqu'à l'os. Et donc, la priorité, c'est l'embauche de journalistes pour faire le travail. Fabriquer une fausse information, c'est facile. Dénouer une fausse information, ça demande un travail d'artisan. Et donc, seul un humain, un journaliste, et c'est son travail, peut le faire. Les autres solutions que le SNJ préconise aussi, c'est notamment le respect de la loi, puisqu'il y a un certain nombre d'employeurs qui ne respectent pas de la loi. Quand il était question du statut d'auto-entrepreneur auquel certains devait prendre en dépit de celui de journalistes pigistes qui existent, eh bien, c'est le respect de la loi par un certain nombre d'employeurs qui également touchent des aides à la presse sans critères. Et donc, il nous paraît quand même incongru que ces aides à la presse qui sont le fruit de nos impôts soient touchées par des employeurs qui ensuite, de l'autre côté, ne respectent pas la loi. Il y a la question aussi, j'en ai parlé à l'instant sur la question des pigistes. Alors, c'est un sujet qui est prégnant en ce moment, c'est la question des salaires. Évidemment, sur la question des pigistes, il y a des barèmes de pige qui sont extrêmement faibles. Donc, on ne voit pas comment un journaliste sera en capacité de faire son travail s'il n'a pas des rémunérations suffisantes pour boucler ses fins de mois. Il y a eu la question des conflits de valeurs, dont il a été question tout à l'heure aussi, sur la question de la déontologie. Remettre la déontologie au cœur de la rédaction par des moments, des conférences de rédaction dédiées à la déontologie, ça nous paraît une nécessité première sur ces questions-là. C'est vrai que la question du télétravail a éloigné la déontologie du travail quotidien du journaliste, alors qu'il nous revient aussi tous les jours de pouvoir critiquer le journal, l'émission qu'on a faite pour pouvoir avancer. En respect notamment avec les chartes déontologiques en vigueur dans la profession. Une chose que le SNJ aussi a vue durant son rapport d'activité, je vous rappelle que le SNJ est en congrès aujourd'hui, a commencé son congrès hier à Lyon, et pendant 3 jours, jusqu'à demain soir, on a, durant notre rapport d'activité, fait un état des lieux d'une année juridique du SNJ. Et on a vu, en effet, un décroissement du cyberharcèlement, et notamment venant de la fachosphère. Et donc, c'est extrêmement dramatique, ce genre de pratique. Donc, évidemment, nous faisons le nécessaire pour aller aux côtés des confrères et des consoeurs contre ces cyberharcèlements qui sont devenus presque banaux et dont nous condamnons, évidemment, le plus fermement possible. Autre chose, il a été question aussi d'un certain nombre de problématiques sur les synergies dans les rédactions. Donc, le SNJ est contre ces synergies et souhaite rapidement qu'une loi anti-concentration des médias soit à nouveau mise en place, puisque les conditions de sa loi anti-concentration, notamment les dispositions de la loi de 86, sont complètement obsolètes. Donc, on demande à revoir ces dispositions-là. Et pour redonner ce qu'on dit la plupart du temps aux syndicats, comment redonner le pouvoir aux rédactions, c'est de redonner le pouvoir aux journalistes. Et redonner le pouvoir aux journalistes, c'est de leur donner un droit d'opposition collectif. Il existe aujourd'hui un droit d'opposition individuel qui permet aux journalistes de s'opposer à ce que la rédaction en chef souhaite mettre en place. Donc, c'est un droit d'opposition individuel, sauf que dans les rédactions, des fois bien trop petites,
il faudrait constituer ce droit d'opposition collective qu'on appelle l'indépendance juridique de l'équipe rédactionnelle, qu'on souhaite également, qu'on promeut depuis des années au SNJ. Voilà. Et un signal d'alarme, évidemment, dont on a parlé durant ce congrès, c'est ces journalistes, ces jeunes journalistes qui quittent la profession et qui se détournent d'une profession. Donc, on peut, au regard de ce qui a été dit à l'instant par le cabinet des Technologia, être assez inquiet sur un panorama de la profession avec une course à l'audience de plus en plus importante, des conditions de travail dégradées, alors que le journaliste, je rappelle, a une mission d'information aujourd'hui. Et le droit à l'information est un pilier essentiel de la démocratie aujourd'hui en France et partout dans le monde. Je pense avoir terminé pour l'instant. Voilà, ça va être aux questions maintenant. Alors, les états généraux ont mis en évidence les difficultés des états généraux d'information. Ont mis en évidence les difficultés vécues plus spécifiquement par les jeunes journalistes. Est-ce que c'est revenu dans l'enquête, cette question plus spécifiquement liée aux jeunes journalistes? Oui, je me tourne vers Alix Zibetta qui a mené l'étude statistique. On a en effet eu une grosse différence de résultats, notamment toutes les questions relatives à l'appréciation des conditions de travail, qui du coup avaient des résultats très significatifs en fonction de l'ancienneté en poste. Donc pas nécessairement recoupé avec l'âge. Il y a vraiment un critère ultra déterminant sur l'ancienneté en poste, avec cette dernière du 1 an. À partir du moment où les personnes passaient les 1 an d'ancienneté dans le poste, plusieurs items en fait, d'appréciation des conditions de travail devenaient beaucoup plus significativement négatifs, passer les 1 an d'ancienneté dans la fonction de journaliste, dans le poste de journaliste. Ok, alors deuxième question, au-delà du sentiment de menace de l'emploi sur l'emploi qui baisse, est-ce y a-t-il d'autres éléments positifs? Où en est-on sur le conditionnement des aides à la presse à la présence de journalistes? C'est un peu une question qui nous préoccupe, nous, plutôt, ce genre de choses. En fait, il y a une réforme timide liée après le rapport Franceschini sur une réforme timide de la CPPAP. Donc, il n'y a pas eu de changement notable concernant les critères d'attribution des aides à la presse. Et donc, nous, au SNJ, on demande, alors bientôt des états généraux du droit à l'information vont s'ouvrir ici en France de novembre à mars prochain, nous a dit la ministre il y a quelques jours. Et le SNJ demande à ce que les aides à la presse soient conditionnées à des critères sociaux et déontologiques, et notamment, quand je dis sociaux, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, au respect de la question du Code du travail. Donc, il y a eu des choses qui ont été faites, mais vraiment trop timides pour pouvoir avoir pour en tout cas qu'on soit satisfait sur une quelconque réforme. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Oui, je pense, concernant les pigistes, la précarité, il y avait un élément, Alix, tu me corriges si ce n'est pas le cas, un élément positif, puisque c'était un des éléments de la question, était le fait que les retards de paiement étaient en voie de résorption. Alix, tu confirmes? Tout à fait. Oui. Je peux. Vous avez parlé du fait que 50% n'ont pas le temps de vérifier l'information. Quelque chose qui a évolué par rapport aux précédentes versions de votre enquête? Oui. Oui, fortement. Donc, c'est de plus 11 points, c'est ça? Donc, on est passé à 39 et on est passé à 50. On est passé de 33%, donc un journaliste sur 3 qui est même ne pas pouvoir vérifier ses sources, à presque 1 sur 2 en 2022. Et vous avez les mêmes évolutions pour parce que vous avez parlé de la télévision privée et des agences de presse? C'est encore plus fort. C'est encore plus fort. C'est 60%. Non, agence de presse, pardon. Sur la télévision privée. Hein. Ouais. Non, sur les agences de presse, c'est 30. C'est 30. Voilà. Et c'est 70% sur les télé privées en 2018.
Alors, Annick. Je ne le vois pas tout de suite. Ok. Ok, non, mais ça donne une idée. Et en tout cas, ça reste inquiétant. Hein, Ouais, non, mais sur le constat, ça reste inquiétant. C'est que ça vient. Sur les entités privées, qui sont des agences de presse, qui sont aussi les sources d'une majorité de journaux et de médias. Et de façon plus générale, on n'est pas rentré dans ce détail de la radio publique, s'en sort, ce qu'on avait déjà constaté lors des dernières études, s'en sort quand même de meilleure façon dans son rapport au travail bien fait et dans ses conditions de travail. Voilà. Alexandre, il y a d'autres questions? Non, pour l'instant, les réponses me semblent suffisantes. En tout cas, sur le chat, je n'ai pas de questions. Mais moi, j'ai une question pour le cabinet Technologia. Ça fait, bon, là, on est sur un 4e baromètre de la profession 2011. Évidemment, la profession des journalistes, mais est-ce que vous, dans votre activité de cabinet d'experts, est-ce que vous avez des éléments de comparaison avec d'autres professions? On voit que sur les journalistes, il y a une profession qui a été percutée par le numérique, et puis il y a eu un effet assez nouveau, mais de la défiance du public qui s'est transformée en violence. Donc il y a des choses qui sont très spécifiques à la profession des journalistes, mais sur la globalité de la dégradation des conditions de travail, on voit très clairement là les conséquences sur la santé. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez dans d'autres professions où vous intervenez? Alors, au niveau général, les incidences sur la santé, oui, elles sont plutôt plus fortes qu'avant, hein, mais on est bien sûr sur des questions de cumul de facteurs, mais je dirais que sur la profession, ce cumul de facteurs, il est encore accentué puisqu'il y a la dimension internationale, donc l'exposition aux violences, il y a les mutations technologiques, il y a les mutations économiques, le changement de modèle économique, il y a le statut du journaliste, hein, dans le regard de l'autre, parce que tout le monde se dit un peu journaliste, donc en termes de reconnaissance, ce qui peut être renvoyé. Donc c'est quand même un cumul de facteurs qui rend la situation sur cette profession particulièrement compliquée. Il y en a d'autres. Alors, c'est évident qu'on est énormément sollicité dans le milieu médical et médico-social, où la situation est très grave en termes de conditions de travail. Assurément. Donc, ce n'est pas le seul secteur, mais c'est un secteur qui cumule les expositions, en fait. C'était en mai-juin. Et je dirais une chose aussi que je n'ai pas pensé à développer, mais qui rend aussi ce phénomène d'usure particulièrement prégnant, c'est que du fait de ce qui attire dans le métier, c'est pas n'importe quel, c'est un métier à part, le métier de journaliste, c'est un métier vocationnel, donc c'est quelque chose dans lequel on s'investit énormément, donc la capacité de distance par rapport à ce qu'on vit peut être compliquée, et on pédale d'autant plus pour maintenir le travail bien fait, parce qu'on y est investi. Et donc, comme on l'a vu, la pression du temps augmente, la polyvalence augmente, et ben, il faut pédaler encore plus vite. Donc, l'usure, et c'est pour ça qu'on atteint, parce que le chiffre de 70% qui disent que le travail a une incidence sur la santé, je dirais à une échelle nationale, est particulièrement élevé. On n'est heureusement pas sur des incidences négatives. Merci. On l'avait compris comme ça. C'est pareil, est-ce que vous pouvez développer quand il parle de changement de comportement lié à la violence? 40% ont changé de comportement suite à des situations de violence. Ça veut dire quoi, changer son comportement? Je pense dans la prévention du risque, c'est-à-dire moins s'exposer. Peut-être moins traiter certains sujets, moins aller sur certains terrains. Après, on n'a pas de verbatim, je ne pense pas. Alex, on a des verbatim sur cette question-là? Non, on n'a pas nécessairement de verbatim sur cette question-là. Par contre, cette question-là, elle vient dans un ordre très précis.
On interrogeait les personnes à savoir si elles avaient été victimes de violences, ensuite si elles avaient été témoins de violences, et ensuite on interrogeait sur une typologie des violences auxquelles les personnes pouvaient être exposées, ou sur lesquelles elles pouvaient avoir été témoins d'atteinte sur leurs confrères et leurs consoeurs. Et cette question est venue recouper à la fin, suite à cette suite d'interrogations qu'on vient de vous poser. Est-ce que vous avez changé votre comportement en ligne, dans la vraie vie? Est-ce que vous avez peur d'aller sur le terrain? C'était des questions qui venaient dans un second temps, en conséquence de tout ce qu'on vient d'aborder maintenant. Et donc, c'était changement de comportement en ligne, il y avait la peur d'aller sur le terrain, c'est un chiffre précis que Marion nous avait cité tout à l'heure, et la modification des comportements en ligne également, qui était interrogée du coup bien à la suite de tout cela. Et on recoupait pour terminer cette partie-là avec une question ouverte sur du coup, des expressions libres, sur l'exposition à la violence, si les personnes voulaient laisser des témoignages. Et on en avait eu une centaine, c'était ce à quoi référait Marion à l'instant. On a eu une centaine de témoignages rédigés sur l'exposition à la violence que des journalistes ont souhaité nous partager. C'est une forme de censure. Voilà, clairement, pour se protéger, pour éviter de couvrir certains sujets à risque. C'est du préservation, oui. Réfléchir à deux fois avant de publier quelque chose, le publier en son nom ou sur un pseudo, avoir des réseaux, une présence en ligne très distincte en fonction de si on parle en son nom propre ou si on parle bref, sous le couvert d'un média qu'on représente, ce genre de choses. J'ai une question, je vais vous poser, j'ai lu le constat, c'est la même chose que Jean-Marie Charon, hein, il y a un journaliste qui a la même chose en plus grave encore. On voit tous les éléments négatifs, il n'y a plus d'argent, perte de sens. Aujourd'hui, ils risquent leur vie presque hein, sur les points, sur les ronds-points, etc. On se fait cracher dessus quand on est journaliste. Je ne vois pas la solution là-dedans. Alors qu'en fait, il y a déjà quelque chose qui répondrait à ce besoin de sens, qui répondrait à cet apport supplémentaire d'argent, puisqu'il n'y en a plus hein, aux journalistes, c'est l'éducation aux médias et à l'information. Est-ce qu'il n'y a personne qui vous en a parlé, ça? Nous, au Club de la Presse, notre vision, c'est que l'éducation aux médias et à l'information, c'est des missions pleines de sens, qui peuvent apporter des revenus complémentaires aux journalistes. Et pour nous, ça fait partie de l'activité du journaliste demain, aujourd'hui. Il faut défendre la démocratie et le journaliste, c'est le pilier de cette démocratie. C'est le rein de la société, il doit nettoyer les infox pour que le sang de la démocratie soit plus propre. Personne ne vous en a parlé de ça? C'est quoi la vision du SNJ sur l'éducation aux médias? Moi, quand j'en parle à la commission de la carte, on dit non, on a neutralisé les revenus de l'EMI et ils ne veulent pas les rentrer dans la carte. Moi, je vous pose la question, l'EMI, ce n'est pas un élément de la solution? Je vais répondre parce que apparemment, c'est peut-être la partie où tu pourras peut-être répondre. Sur la question de l'éducation aux médias, alors moi, j'en ai pas parlé, c'est vrai, sur les solutions préconisées par le SNJ, mais c'est une épice que le SNJ met en avant sur l'éducation aux médias. J'en ai parlé tout à l'heure, il y a les fameux états généraux du droit à l'information qui doivent arriver. Et pour nous, on va mettre l'éducation aux médias en débat, en tout cas, puisque ça nous permet, ça doit permettre au public de s'emparer de ces questions-là et de savoir comment on travaille. Il y a eu, je vous rappelle, il y a quand même quelques années, là, au moment des Gilets jaunes, on a été, comme tu le disais, hein, craché, etc. Il a fallu parlementer. Nous, dans nos rédactions, on est allé voir quand même les Gilets jaunes pour enquêter, pour faire notre boulot. Et c'était tout de suite, on faisait partie du système, etc. Voilà. Et donc, il a fallu qu'on ait un dialogue régulier, long, pour expliquer ce qu'on faisait réellement. Alors en plus, moi, je leur ai expliqué que j'étais syndicaliste, ce que je faisais, ce que c'était le CDJM, le Conseil de déontologie journalistique et de médiation, ce qu'on voulait faire au SNJ. Et là, ils ont commencé à ouvrir les yeux. Donc, il y a des choses sur lesquelles nous, on se bat au quotidien. Et il y a une forme d'ignorance du travail qu'on fait, réellement, hein, du travail qu'on fait. Et donc, il est important de remettre ça au cœur de la citoyenneté, de remettre un certain nombre de choses là-dessus. Alors, moi, je m'interroge simplement sur l'éducation aux médias. Il y a chaque année une forme d'éducation aux médias que les médias traditionnels font auprès des étudiants, des collégiens, des lycéens, très bien. Moi, je me pose la question comment on fait aussi auprès des adultes qui ont des fois des idées extrêmement arrêtées et qui s'entretiennent dans une forme de communauté de réseaux sociaux ou qui se disent n'importe quoi, vraiment. Et donc, ils se montrent certains des idées les uns contre les autres, avec
des fake news, des fausses informations. Et puis, voilà, donc comment on arrive à faire ça? Donc là, je n'ai pas de solution réelle, mais en tout cas, évidemment, la question de l'éducation aux médias est cruciale. Et pour terminer sur la question de l'éducation aux médias, et puis sur notamment comment on arrive à faire mettre l'éducation aux médias pour faire vivre aussi les journalistes qui ont moins d'argent. Alors, il y a une difficulté aussi auquel on a été confronté, c'est que pour être payé par des collèges, etc., ou d'établissements publics, on est payé des fois sur facture. Et donc, évidemment, on n'est pas payé comme journaliste. Donc là-dessus, on doit inventer en fait une forme partage salarial, ou je ne sais pas, quelque chose, en tout cas, pour pouvoir mettre ces questions-là, ces choses-là qui seront du ressort du journaliste et nos missions, pour que ça puisse être éventuellement incorporé dans le salaire du journaliste. Nous, pour pas qu'on en débatte pendant 5 ans, qu'on fasse de la flûte traversière, donc aujourd'hui, oui, c'est urgent de sauver les gosses qui font du journalisme et qui sont des soutiens sous SMICAR, qui ne touchent pas 20 balles par jour. Nous, on a une idée qu'on a soumise à la commission de la carte, enfin, de façon assez indirecte, il y a 2 semaines, en disant est-ce qu'on ne pourrait pas faire un projet pilote en Auvergne-Rhône-Alpes où les programmes d'éducation aux médias qui seraient portés par les clubs de la presse sur pige, d'accord? Donc, on ferait, nous, des feuilles de pige, entrée-sortie. Alors, on sait que c'est compliqué, il y a entrée de pige, sortie de pige, puisque le pigiste, le CDI journaliste, c'est quand même très particulier, ça, on le sait. C'est 25 balles l'entrée-sortie de pige. Donc, c'est horriblement cher si on a des micro-missions. Bon, c'est 22 balles, 25 balles, la fiche de paye. Donc, tout ça, si on défale que du salaire du pigiste, il ne reste plus grand-chose du feuillet. Nous, ce qu'on propose, c'est que le CNJ vienne discuter avec nous et nous aide avec la CCJB pour dire faisons un programme pilote sur 2 ans où les programmes de MI portés par les clubs de la presse, je sais qu'on n'est pas des médias, mais faites semblant qu'on l'est, et nous, on va monter les meilleurs programmes de MI sur le territoire. Toutes les missions qu'on fera faire à nos journalistes, à nos adhérents, comptez-les dans la carte, quoi. C'est juste de la bidouille, c'est juste des factures, il ne faut pas qu'on s'arrête là. Il y a le feu à la démocratie, il ne faut pas qu'on nous parle d'histoire comptable. Quand j'ai parlé avec la commission, les gars disent oui, on n'a jamais fait, aujourd'hui on a neutralisé. Oui, je crois que vous n'avez pas pris l'urgence, c'est pas personnel, hein, je crois que la structure est trop lente. Vous êtes encore au temps un petit peu des années 80 où il fallait, voilà, oui, d'accord, il faudrait 51% des revenus. Ouais. Sauf que vous faites une pige dans la com, ça écrase tous vos revenus parce que c'est des revenus qui sont triplement supérieurs. Mais nous, on aimerait vous dire positivement, on est en train de monter ce programme avec le Clémy, avec plein d'acteurs du territoire qui en font depuis 10 ans. Il y a de la ludopédagogie, il y a une application web qui a été créée à Lyon pour faire de l'anti-fake news, etc. Nous, on est en train de le monter avec nos petits bras musclés. Mais si vous venez nous aider à dire, on fait un projet pilote sur 2 ans. Et nous, on fera des factures. Ouais, on fera. Parce que pas les factures, justement. On luttera contre les factures. Les factures, parce que le mieux, c'est quand même des payeurs salaires pour pouvoir. On fera des fiches de paie, d'accord. Même si ça coûte un peu cher, on va nous les faire payer par la DRAC, par l'Europe, par la région. Pas que ça fasse. Ça obère les revenus des journalistes. Donc tout ça, c'est de la paperasse, c'est pas intéressant pour les journalistes. Et du coup, on leur redonnera du sens. Parce que l'émission qu'on va leur proposer, c'est aller justement évangéliser dans les écoles, collèges et lycées, mais aussi les comités d'entreprise, les MJC, les universités populaires auprès des adultes. Les cités éducatives aussi. Ouais. Tout ça, on a besoin de vos aide. Et tu as parlé de Clémy. Alors, le SNJ est membre du conseil d'administration du Clémy depuis quelques mois. Donc, là aussi, on doit avancer sur ce sujet-là. Donc, nous, on essaie d'avancer sur la question de l'éducation aux médias. Et après, c'est une des pistes évoquées, mais il y a plein d'autres pistes possibles. Et je suis persuadé que cette question-là sur l'éducation aux médias viendra aux États généraux du droit à l'information. Donc, je pense qu'on en reparlera. Avec plaisir. Moi, je n'avais plus de questions en ligne. Il n'y a plus de questions en ligne? Bon. Dans les temps. C'est bon. Je vais clôturer, puis je vais remercier le Club de la Presse de Lyon. Merci, Club de la Presse de Lyon, de nous avoir accueillis. Puis merci au cabinet technologial de nous accompagner depuis 2011. C'est tout bon. Merci à vous. Et puis le document sera en ligne sur le site du SNJ. Il est déjà sur le site du club. On est sur le site du club. Merci à vous. Est-ce que je peux vous demander tous les deux de vous faire un petit niveau? Un niveau d'ordre. Non, mais c'est sérieux.